Il y a 50 ans, décédait Franco. Dictateur ayant dirigé avec répression l'Espagne pendant plus de 35 ans, il ne quittera le pouvoir que lorsque la mort viendra le cueillir, le 20 novembre 1975. 50 ans de liberté plus tard, j'aimerais vous conter l'histoire de ce régime, et plus particulièrement, ses liens avec l'un des plus grands clubs du monde, le Real Madrid. Si certains historiens s'accordent à dire que c'est pendant la dictature que le loisir numéro 1 des Espagnols devient le football, devançant la tauromachie, d'autres semblent montrer une forme de mépris du gouvernement de l'époque vis-à-vis du sport professionnel. Accusé il y a quelques années par son rival catalan d'avoir été un club franquiste, je me suis penché sur les archives d'époque pour tenter de démêler le vrai du faux. Quels ont vraiment été les liens entre ce club au prestige inégalable, réunissant des millions de fans à travers l'Espagne et le monde, et ce régime sanguinaire, réprimandant la liberté d'expression et toute forme de contestation. En 1936, la société espagnole est divisée. Le récent gouvernement démocratique ne parvient pas à unifier tout le pays autour de ses valeurs, et certains Espagnols déplorent la perte des traditions historiques du pays et son éloignement du catholicisme. En juillet de la même année, des militaires tentent un coup d'État contre le gouvernement républicain qui sera un échec, mais débouchera sur une guerre civile, opposant les républicains de gauche et les nationalistes d'extrême droite, menée par le général Franco et soutenue par l'Allemagne nazie. Ce conflit durera 3 longues années qui marqueront à jamais le pays et qui verront l'arrivée au pouvoir du camp franquiste. En 1939, débute une dictature qui durera 36 ans. Les rouges communistes et autres dissidents du pouvoir s'exilent ou sont fusillés. Le rôle de l'Église redevient central et Franco restreint les libertés, instaurant un contrôle de la presse ainsi qu'un culte de la personnalité. C'est dans ce contexte et ce pays maintenant dirigé par un homme de formation militaire, sans grandes idées politiques ni grand talent d'orateur, que le Real Madrid tente de survivre. Créé en 1902 par 2 jeunes Catalans, depuis la fin de la guerre civile, le club est aux portes de la disparition. S'il avait pourtant commencé à briller sur la scène nationale pendant la période républicaine, où il était redevenu le Madrid Football Club, le titre honorifique Real ayant été retiré en même temps que la fin de la monarchie, la guerre civile balaye la progression madrilène. Il sera sauvé en 1943 par un homme, qui deviendra le plus important de l'histoire du club, Santiago Bernabéu Yeste. Ancien joueur, il prend la tête d'un club en étant élu à l'unanimité. Et pour cause. Proche du régime, il a combattu aux côtés des soldats de Franco durant la guerre civile. Il structure rapidement le club à sa façon, en hiérarchisant la direction et l'équipe technique. Car à l'instar du militaire qui dirige l'Espagne, Bernabéu aime quand l'ordre est respecté. Lui, fervent défenseur de la monarchie, est profondément anticommuniste. Si aucun témoignage n'est traversé l'épreuve du temps selon lequel il aurait prêté allégeance au régime de l'époque, il ne rechigne pourtant pas à placer des militaires haut placés dans l'organigramme du club. Pourtant, les volontés du gouvernement vont rapidement diriger avec celles du fraîchement élu président du Real Madrid. Alors que l'Espagne se recroqueville sur elle-même, Franco voit encore le sport et le football comme des occupations futiles et entend mettre un terme à la professionnalisation du sport. Or, le Real possède le statut professionnel depuis 1926. Le gouvernement nationaliste donne ses conditions. Pour pouvoir le garder, les salaires devront être divisés par 2 et les joueurs prêter serment au régime. Cette vision du sport est déjà dépassée dans les années 40, mais ça, les dirigeants espagnols ne peuvent s'en rendre compte, eux qui disparaissent petit à petit des relations internationales. Quand le championnat reprend, les symboles fascistes font les apparitions dans les stades, où les bras tendus sont accompagnés par les fanfares. Un stade que Santiago Bernabéu entend rénover. L'actuel Chamartín est vétuste, il ne semble plus convenir aux nouvelles velléités de l'ambitieux président. Bernabéu entame alors des plans de financement et adresse une lettre à l'État, espérant pouvoir obtenir un coup de pouce financier. Refusé. L'Espagne se refuse à porter un regard neuf sur le sport et le délaisse, comme en témoignent les pitoyables résultats du pays aux Jeux Olympiques de 1938. Pourtant, habité par son projet, Bernabéu réussit à récolter les financements et débute la construction du nouveau stade Chamartín, destiné à accueillir 75 000 personnes. Les travaux s'achèvent en 1947, 4 ans plus tard. L'inauguration d'une œuvre aussi grandiose n'est pas le genre de moment qu'un dictateur ne peut rater. Une grande messe est organisée, bénie par la présidence de Franco, et les symboles étatiques envahissent rapidement le stade. L'armée y fait un défilé, et le Real Madrid affronte le club de Lisbonne sous les yeux de 75 000 âmes et d'un Franco visiblement conquis. Le dictateur semble alors comprendre le pouvoir d'un sport comme le football. Dans les années qui suivirent, Franco ainsi que de nombreuses personnalités haut placées au gouvernement deviennent supporters du Real Madrid. Certains deviennent même des habitués du stade.
Leurs statuts leur permettent d'obtenir des avantages de la part du président madrilène, comme des places gratuites, ce qui décuple la présence franquiste dans les tribunes présidentielles. Mais c'est en 1953 que le Real bascule réellement dans une autre galaxie. Alors en conflit financier avec le FC Barcelone, la star argentine Alfredo Di Stefano s'engage avec le Real Madrid contre 5,5 millions de pesetas, record absolu de l'époque. Si une telle opération se concrétise, c'est grâce à l'appui du régime, qui augmente les plafonds financiers salariaux qu'il avait lui-même instaurés des années auparavant, les mêmes plafonds salariaux qui bloquaient le club catalan pour faire jouer l'Argentin. Va s'en suivre une domination du Real sur le plan national, remportant le championnat l'année suivante 25 points devant le FC Barcelone, puis un nouvel agrandissement du stade Chamartín, que Bernabéu, humble et modeste en privé, renomme à son nom. Le régime, lui, s'intéresse de plus en plus à ce sport, qu'il voit désormais comme un possible somnifère, dans une époque où l'instabilité commence à éreinter la population, cherchant juste des moments pour se divertir. Le football est parfait pour que la masse oublie ses problèmes le temps d'un instant. Pourtant, selon le quotidien ABC de l'époque, évidemment acquis à la cause franquiste, le stade est aussi un exutoire qui permet aux Espagnols de crier, chanter, se défouler. Et surtout quand l'équipe adverse est le Real Madrid, ce que le quotidien ayant prêté allégeance au régime ne développe pas. Dans une Espagne privée de liberté et d'identité, les langues régionales comme le basque et le catalan ne survivent que dans les stades. Et dans des territoires à majorité républicaine comme la Galice, le Real Madrid est hué, conspué, sifflé. L'Athletic Club de Bilbao, le FC Barcelone, le Deportivo La Corogne rêvent de s'offrir le scalp du club de la capitale, étendard malgré lui du régime. Mais la progression madrilène est fulgurante. En 1956, les merengues remportent leur première Coupe d'Europe face aux Reims de Copa. Et en parallèle, la télévision est en plein essor. Les médias s'emparent alors de cette victoire, qui aurait selon eux uni le peuple espagnol, alors qu'en réalité, de fortes dissidences politiques émergent. De son côté, Franco en est alors pleinement convaincu. Le Real Madrid est un atout important pour le régime. Ses apparitions au stade lui assurent désormais de la visibilité sur l'échiquier international, et lorsque l'Espagne s'ouvre de nouveau au monde en intégrant l'ONU en 1955, le caudillo ne manquera pas d'emmener les chefs d'État dans l'antre du Real Madrid, se vantant du prestige de ce club, omettant à coup sûr de préciser qu'il n'a rien fait pour contribuer au développement du football dans ce pays. Le Real Madrid est désormais un club diplomatique, représentant du régime internationalement, que Bernabéu gère toujours d'une main de fer, avec ordre et discipline, à l'instar du dictateur. Pour l'aider, le gouvernement assouplit de nouveau certaines règles, permettant à Bernabéu d'attirer dans ses filets le français Raymond Kopa, ainsi que le joueur hongrois Puskás, qui prête allégeance au régime et qui voit l'Espagne comme une terre d'exil idéal, lui étant profondément opposé au régime communiste du bloc hongrois. L'amateurisme est désormais définitivement écarté du football. Et Bernabéu se pose en pionnier du football tel qu'on le connaît aujourd'hui, le foot business. Franco, omniprésent, tente de s'attirer le maximum de prestige du club et remet la Coupe d'Europe 1957 au capitaine madrilène. Sur le plan national, rien ne semble favoriser le club madrilène sportivement. L'arbitrage est bien souvent impartial et en réalité, le seul club que le régime aurait pu favoriser est le voisin madrilène de l'Atlético. Ancien club du régime pendant quelques années après la guerre civile, il sera bien vite délaissé par l'armée et retrouvera son statut civil en 1946. Preuve par l'exemple que le régime n'avait ni les moyens ni l'envie réelle d'interférer dans les compétitions nationales. Au début des années 60, la puissance du Real est telle qu'elle a fracturé les frontières d'un pays pourtant recroquevillé sur lui-même et génère énormément d'argent grâce aux recettes de billetterie. Une nouvelle discorde intervient alors entre son président et le chef d'État. Si le club, lui, veut limiter les retransmissions télé, de peur de voir son chiffre d'affaires billetterie baisser, le gouvernement, lui, conscient de pouvoir s'immiscer dans tous les foyers du pays, impose des retransmissions pour toucher les masses, les prémices du maigre soft power nationaliste. Malgré ces quelques dissonances, le Real Madrid continue de régner sans partage sur le championnat espagnol, et ce, jusqu'à la mort de Franco, le 20 novembre 1975. Santiago Bernabéu, lui, présidera le club jusqu'à sa mort 3 ans plus tard, à 82 ans. Selon la presse nationale, le deuxième homme le plus important d'Espagne est mort cette année-là. En réalité, c'est par cet homme qui était au football ce qu'était Franco à la nation, aux idéaux politiques monarchistes, anticommunistes, combattants nationalistes et proches de la famille royale, que s'opèrent les liens entre le Real Madrid et le franquisme. Ce club de la capitale, ouvertement patriotique, où l'ordre et la structure priment, est vite érigé en étendard du régime fasciste de l'époque. Et cette image, il ne fait rien pour s'en détacher. Proche du régime sans lui prêter une totale allégeance, il bénéficiera de passe-droits législatifs et financiers, contrairement au club des minorités catalanes ou basques, mais il ne sera jamais favorisé arbitralement.
En dehors de ses frontières, le club ravivait l'esprit patriotique des exilés, souvent républicains, et s'offrira pendant de longues années un traitement de faveur de la presse, encore aujourd'hui majoritairement acquise à sa cause. S'il est clair qu'à cette époque où le football devient le loisir le plus populaire en Europe, avoir une dictature à ses côtés ne devait pas être chose aisée, cela n'a jamais semblé vraiment déranger Santiago Bernabéu. Pionnier du grand Real Madrid et de la starification du football et qui n'a pas hésité au moment de la guerre civile à prendre les armes aux côtés de Franco pour balayer les espoirs de liberté et de démocratie d'une majorité du peuple espagnol.